Merci de nous retrouver. Je suis toujours avec Sadio Morel-Kanté, journaliste, analyste politique, Nicolas Guéma, président au Gabon du Parti pour le changement, et Karouine Maïzo vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes analyste politique. Merci à vous de nous avoir rejoints pour parler justement de cette actualité tombée il y a tout juste quelques instants, à savoir la libération sous condition de Laurent Gbagbo. 82 témoignages au total devant la CPI depuis l'ouverture de ce procès. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet étaient tous deux accusés de 4 chefs de crimes contre l'humanité, meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains pour lesquels ils ont toujours plaidé non coupables. Karouine Maïzo, qu'est-ce que cette libération dit de l'accusation? Que le dossier est de moins en moins solide, qu'il est vide, c'est ce que disent certains en tout cas. Mais depuis le départ, ces dossiers étaient porteurs de beaucoup de tares. Déjà, on nous parle d'une crise post-électorale, ça n'était pas le cas. Il y a eu une guerre civile juste avant les élections. Et il y a eu des élections. Au Venezuela, par exemple, on reconnaît un président, disons, quelqu'un qui s'autoproclame président, on les reconnaît tout de suite, hein, le président du Parlement. Mais en Côte d'Ivoire, on a juste demandé les recomptages de voix. On ne voulait pas. On va à la CPI pour juger ceux qu'on accuse d'avoir commis certains actes, mais on oublie de préciser que M. Gbagbo était le président de la Côte d'Ivoire, utilisait l'armée et la police de la Côte d'Ivoire pour protéger les personnes et les biens, protéger les territoires ivoiriens, c'était son rôle constitutionnel. Donc on ne peut pas dire que bon, c'était déjà un rebelle. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est que quand je vois au niveau de la presse ou un vocabulaire, on parle de Gbagbo et de son homme des mains. Blé Goudet n'est pas un homme des mains, c'était le ministre de Gbagbo qui était dans l'exercice de ses fonctions. Donc on ne peut pas les traiter d'hommes des mains. Et le dernier tard que je dois souligner, c'est qu'on a jugé tout le monde, on n'a pas jugé la France. Et pourtant, on avait vu la France partie prenante de cette guerre. Je crois que quand les avions français ont bombardé, il y a eu des morts. Et, pardon, les derniers tards. C'est que, pardon, la dernière tare, c'est qu'il y a eu une guerre qui a opposé 2 camps. À la CPI, on ne voit qu'un camp. On se demande l'autre camp, il est où? Donc, 8 ans de procédure, une espèce d'acharnement pour une cour que je qualifierais, mais sans crainte d'être démenti, des cours négrophobes et des cours politiques internationales. Parce que dans cette cour, on a jugé que des Africains. Ne confondez pas le tribunal pénal international pour la Yougoslavie, qui se trouve aussi à La Haye, avec la CPI. La CPI n'a jugé que des Africains. Personne d'autre. Ce n'est pas normal. Est-ce que si vous lisez les statuts de Rome, parmi les pays qui l'ont ratifié, il n'y a pas de pays d'Asie, il n'y a pas de pays d'Amérique où il y a des problèmes. Les problèmes, il n'y en a qu'en Afrique. Et en Afrique, dans certains pays, et généralement ce sont des pays qui ont maille à partir avec certains pays occidentaux. Les États-Unis ne font pas partie, n'ont pas ratifié les statuts de Rome, mais les États-Unis contrôlent la CPI à travers les conseils de sécurité. C'est pas normal. Sadio Morel-Kanté. Ouais, c'est-à-dire, j'ai couvert cette crise ivoirienne. J'étais sur le terrain, ça a commencé le 19 septembre, le 21 déjà, j'étais en territoire ivoirien. Et le sentiment qu'on avait, c'était que j'étais jeune à l'époque, donc pas la même analyse qu'aujourd'hui, mais il y avait cette intention de rabaisser Gbagbo dans l'opinion internationale. C'était déjà fait. Et le rendre coupable, c'est-à-dire les motifs, c'était le problème foncier, la naturalisation. Mais Gbagbo n'était là que depuis 2 ans. Donc on ne pouvait pas le lui attribuer. C'est pas possible. La Côte d'Ivoire est beaucoup plus âgée que les 2 ans que Gbagbo a passé au pouvoir. Et vous allez vous rendre compte que pendant la même période, c'était sous Sarkozy, toujours, que ce qui arrive en Libye et que ce qui arrive en Côte d'Ivoire. Donc pour la Libye, c'était beaucoup plus extraordinaire. Heureusement, Mediapart, dans ses enquêtes, arrive de plus en plus à coincer Sarkozy, mais il n'est pas étranger, parce que depuis l'époque, quand on discutait avec, que ce soit Soro ou Ouattao, il y avait... Bon, moi, j'ai été jusqu'à la frontière qui fait la frontière Côte d'Ivoire-Burkina. Les 2 villages s'appellent L'Are et la Baie.
C'est par là où ils passaient toujours pour aller ensuite tenir, parce que c'était leur base arrière, le Burkina Faso. À un moment, ils ont voulu mettre le Mali dans les pays qui soutenaient le ATT Amadou Toumani Touré, à taper du poing sur la table pour que le Mali ne soit pas considéré comme un pays en soutien. Mais Gbagbo, Ouattara, Zakaria Kone, tous, ils étaient d'accord pour dire que leur pays, leur base arrière, c'était le Burkina Faso, et que Ouattara était la tête pensante, soutenue par un moment la Libye et Sarkozy. On a vu maintenant ce que ça a donné. Et en Côte d'Ivoire, les populations nous disaient clairement que ça variait. Il y a des fois, ils avaient des soutiens. L'armée française avait un soutien aux rebelles, donc il y avait un sentiment anti-français de la part des gens de Gbagbo et vice-versa. Et donc les populations nous disaient clairement que les Français, en partant, ils laissaient des armes. C'est-à-dire, il y a toujours cette situation qu'on a vécue un peu partout dans toutes les guerres en Afrique, où il faut alimenter en armes les deux camps pour qu'il y ait le plus d'affrontements. Pour quel intérêt de la France? Je n'en sais rien. Nicolas Guémard. Oui, non, écoutez, moi je pense que, comme l'histoire du monde, toute crise, toute guerre a une origine en général soit religieuse, soit raciale, soit politique, bien évidemment. Ou soit économique. Soit économique ou personnelle. Effectivement, vous avez signifié le problème avec Nicolas Sarkozy, mais je pense que le problème a commencé légèrement avant, même avec Chirac. Je pense qu'avec Chirac, les relations étaient très mauvaises avec Laurent Gbagbo. Et je pense qu'effectivement, l'origine de ce problème-là, enfin la direction, le sens unique vers la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire, la France a une grosse part de responsabilité dans ça, bien évidemment. Chirac n'a fait que refiler le bébé à Nicolas Sarkozy et la suite on la connaît. Maintenant effectivement la position que la CPI prend est une position, comme je l'ai dit tout à l'heure, totalement inédite et totalement injuste, comme monsieur disait tout à l'heure. C'est des procès qui n'ont lieu que sur des dossiers africains, mais à cette interrogation que nous pouvons nous poser, ils répondront toujours la même chose. Ils vous diront que ce sont des Africains qui introduisent ces dossiers à la CPI, donc nous sommes obligés de les juger, soi-disant. Mais nous savons bien qu'il ne s'agit pas de ça. Ça, c'est pour faire du politiquement correct. Les dossiers de la CPI concernant les Africains sont des dossiers importants, certes, mais très politisés parce que, bien évidemment, c'est des problèmes géostratégiques, d'intérêt d'État, et la Côte d'Ivoire ne peut pas passer entre les mailles du filet, bien évidemment. La Côte d'Ivoire est un pays très riche, comme la plupart des pays africains, et nous sommes une ancienne colonie, nous sommes d'anciennes colonies françaises, donc forcément ça a une incidence, et je pense qu'après Houphouët-Boigny, la succession ne s'est pas vraiment bien faite en Côte d'Ivoire. Donc il y a eu tous ces problèmes qui ont survenu après Houphouët-Boigny. Peut-être que la succession aurait pu se passer différemment, que nous aurions connu d'autres problèmes, mais il y avait déjà les velléités, les ambitions politiques de Ouattara sous Houphouët-Boigny. Donc nous en sommes arrivés là. Et puis il y a une précision importante qu'on doit faire par rapport à la CPI. La CPI poursuit 4 types d'infractions: crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes d'agression et j'oublie le 4e. Les procureurs ont le droit de s'auto-saisir par rapport à ces crimes. Or, les procureurs ne s'auto-saisissent pas lorsque ces crimes arrivent dans certains pays. Par exemple, en République démocratique du Congo, s'il faut bien regarder, il y a eu autour de 10 millions de morts. Si Mme Bensouda voulait poursuivre certaines personnes, pas des sous-fifres, elle l'aurait fait depuis longtemps. Pourquoi elle ne le fait pas? Parce qu'on va nous dire, bon, ce sont les Africains qui déposent les dossiers. Oui, mais la procureure a aussi la possibilité de s'auto-saisir. Pourquoi elle ne s'auto-saisit pas, par exemple, en Birmanie? Je me pose la question. Là, on a pu la voir pendant la 67e session de l'Assemblée générale avec Sassou Nguesso, qui a pilonné son pays dans le pool. Et qui continue à le faire. Qui trouve qu'il ne manquera pas d'occasion pour continuer à le faire et décréter la paix quand il le veut. Mais dans la main avec... Et là, elle ne fait rien. Alors là, tout de suite, Guéma évoquait les problèmes économiques, politiques. Et je crois que le crime de Gbagbo, dans cette histoire, ça a été de vouloir nationaliser son cacao.
Il y a un problème économique qui est d'envergure. Parce que le petit Français qui va se lever ici ou le petit Américain sans son cacao, sans son café, ça pose problème. Or, Gbagbo voulait faire comme les progressistes latinos qui ont nationalisé les ressources, les prix des ressources de leur pays. Ils voulaient l'imposer parce que n'oublions pas que Gbagbo, c'est un homme des luttes pour les démocraties. Hein. Il a beaucoup lutté pour ça, c'était le premier. Il a eu maille à partir avec Houphouët, qui lui a reconnu finalement son statut d'opposant, qu'il accepte. Et ensuite, c'est un panafricain non démenti. Il écrit quand même sur Soundiata Keïta, qui était l'empereur d'un vaste territoire, hein, qui rassemblait, regroupait pratiquement la totalité de l'Afrique de l'Ouest. De l'Ouest. Donc quand on écrit sur lui, on a assez de regard pour comprendre, avoir de l'altérité et vouloir du bien pour soi. Gbagbo était de cette génération qui voulait panafricaniser l'Afrique, se réapproprier l'Afrique et son économie. Bon, malheureusement, je crois qu'à un moment, il a touché aussi légèrement au problème du CFA. Ça a semblé creuser sa tombe, même si... Oui, mais il y a d'autres précisions à faire par rapport à Gbagbo. D'abord, il a changé le mode de passation de marché. Hein. Avant, c'était presque automatiquement de gré à gré avec les Français. Et là, lui, il a lancé des appels d'offres internationaux. Les Chinois se sont mis dans le marché. Et vous allez remarquer, chaque fois qu'un président africain part, on l'accuse d'avoir détourné de l'argent, d'avoir des comptes en Suisse et partout. Gbagbo, lors du débat électoral en face de M. Ouattara, il a dit à M. Ouattara, il a dit, j'ai des comptes en banque, il y en a un ici au plateau, et le matin, je pars retirer l'argent au plateau, je n'ai rien d'autre. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais rien trouvé. Et ça, c'est une exception qui doit être soulignée en Afrique. Sinon, il y a longtemps que les juges lui seraient tombés dessus, à bras raccourcis, pour récupérer les comptes en banque, les biens. Il n'en a pas. Il a vécu simplement. C'est quelqu'un de simple et sur ce plan, c'est un modèle et je pense que l'assommoir de la CPI est en train, à travers lui, d'humilier une bonne partie de l'Afrique. Oui, mais Kéroïne, il faut ajouter que la Côte d'Ivoire l'accuse d'avoir détourné de l'argent de la BCAO. Or, je vais vous dire, si c'est l'argent de la BCAO à un détourneur, auteur détourneur, ça devrait bien être Soro. Guillaume Soro, qui... un jour, pendant l'an 1 de la crise ivoirienne, ils avaient organisé des grandes festivités à Bouaké. Ils nous ont invités, conférence de presse, où Guillaume Soro disait nous avons des difficultés, les populations sont en souffrance. Nous avons 6 banques sur nos territoires et nous allons demander à un huissier d'en faire constat et de mettre cet argent à disposition des populations. Alors, après cette conférence de presse, j'ai bougé, je suis allé vers Vavois, Monokozoé, où il y avait eu un charnier. Hein. Je suis allé voir un an après qu'est-ce que ça donnait, comment les populations se comportaient. Alors, à mon retour, Bouaké était fermé. Personne, c'est-à-dire, ils avaient tellement contrôlé tout le monde, toutes les populations et comment parler aux médias, c'est-à-dire les éléments de langage avec les médias. Ils avaient beaucoup de courtoisie pour les médias, ça c'est clair, mais les éléments de langage même des populations vis-à-vis d'eux étaient très contrôlés par eux. Alors ce même soir, quelqu'un me dit non, c'est parce qu'il y a eu, on ne m'a pas clairement expliqué, le lendemain matin, j'entends des tirs, parce que l'hôtel du centre dans lequel on habitait, où habitaient tous les journalistes, n'était pas loin de la BCAO, j'entends des tirs, j'appelle à l'époque, c'était Sidiki Konaté qui deviendra ministre après, je lui demande qu'est-ce qui ne va pas, lui aussi ne m'explique pas. Alors, je suis allé dans leur QG, qui était une infirmerie à l'époque, je crois. Ils avaient pris ça comme QG. C'est à ce moment qu'on m'explique que la BCAO a été braquée, de Bouaké. Ouais. Donc on n'accuse pas Gbagbo de détournement, mais on l'accuse de braquage, selon les documents que j'ai lus. C'est quand même quand ça s'est fait, ils ont tiré sur des innocents, parce que à la suite... Il n'y a pas eu de braquage en tant que tel de la BCAO. Il y a eu des gens qui se sont introduits parce qu'il n'y avait pas d'infraction aux portes. Des gens se sont introduits, ils se sont servis. Lorsqu'ils ont fini, ils ont jeté quelques billets sur le parvis. Et ceux qui sont venus se servir en voyant de l'argent là, c'est sur eux qu'on a tiré. Et ça a créé beaucoup de conflits sociaux en Côte d'Ivoire à cette époque. Mais là, personne n'en parle. La quasi-totalité des 6 banques sous tutelle, parce que les rebelles contrôlaient quand même 60% du territoire de la Côte d'Ivoire. Tout le nord était contrôlé. Ça, on n'en parle pas. On nous parle de braquage ou de mainmise sur 80 milliards
qui n'est somme toute rien par rapport à tout le budget ivoirien et par rapport à ce qui était contenu dans les 6 banques sous autorité des rebelles. Alors, dans ce cas, il y a une précision mais très importante qu'il faut faire lorsqu'on parle de la Côte d'Ivoire. Les gens ont l'impression que quand on parle contre la CPI, on est automatiquement pour Babo. Et lorsqu'on dit qu'il y a eu certaines injustices contre Babo, donc on ne reconnaît pas qu'il y a eu des victimes. Non. Nous compatissons qu'il y a eu des victimes. Ces victimes doivent être indemnisées. Un pays tel que la France doit mettre la main à la poche pour indemniser les victimes. Leur souffrance, nous comprenons. Ce que nous ne tolérons pas, c'est cette espèce d'injustice. Il y a eu un combat entre 2 camps, vous jugez un seul camp, vous en laissez un autre, et puis bon, une espèce d'acharnement contre les dirigeants africains qu'on a humiliés à la télé. On a tous vu cette humiliation. Et surtout celle de sa femme, hein, qui a dû être touchée dans sa on l'a déshonorée. Dans son intégrité physique, on ne nous le dit pas, mais ça a dû se passer, parce que tel qu'on l'a vu, c'était... Dans certains médias, on le dit indirectement, qu'il y a eu des honneurs. Alors, puisque Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudet ne sont pas coupables, et vous l'avez... Ah non, non, non. Alors, ne sont pas coupables selon... J'allais compléter ma question, selon donc cette décision rendue par la CPI qui revient finalement à dire qu'ils ne sont pas coupables, ils ne sont pas parvenus à démontrer les accusations que la procureure portait déjà depuis quelques années. Alors, qui sont les responsables de la crise post-électorale de 2010-2011 ? La question reste donc entière et les victimes, les familles des victimes attendent des réponses. Mais la question, effectivement, la question reste entière, mais comme dès que Laurent Gbagbo a été emmené, kidnappé pour moi vers la CPI il y a 8 ans de cela, en Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara disait qu'il y allait avoir effectivement une fameuse justice pour tous, et il y avait un sentiment que même des gens de son côté allaient être jugés, voire éventuellement emmenés à la CPI. Mais on a constaté tout au long de ces années qu'il n'y a jamais eu de véritable jugement, parce qu'effectivement, il y a forcément des criminels de guerre du côté de ces rebelles-là, du côté d'Alassane Ouattara. Jusqu'à présent, moi, d'un point de vue extérieur, en tant que Gabonais, je me demande, mais finalement, tout pesait sur la tête de M. Laurent Gbagbo. Le camp de M. Ouattara apparemment n'a rien à se reprocher. La France ne l'a jamais pointé du doigt par la suite et jusqu'aujourd'hui. Donc c'est toujours effectivement 2 poids 2 mesures, et à la CPI aussi, il n'y a pas de dossier, je ne pense pas, qui ait vraiment pu aller loin ou même être ouvert d'instruction contre le camp de M. Ouattara. Et ça, je trouve ça totalement injuste. Nous avons aussi le même cas, le même exemple chez nous au Gabon. Après les élections de 2016, la crise post-électorale, il y a eu des exactions qui ont été commises du côté du pouvoir en place. Du système Bongo PDG, l'armée a tiré sur les populations, il y a eu de nombreux morts, mais bien évidemment, il n'y a pas eu de suite. Pourtant, un dossier a été ouvert à la CPI, mais la CPI a envoyé 2 ou 3 enquêteurs qui sont venus dans les hôtels feutrés de Libreville pendant 3 jours, qui ne sont jamais allés sur le terrain, qui n'ont jamais rencontré les acteurs de cette crise-là, les victimes de cette crise-là ou les familles des victimes, et qui sont repartis au bout de 3 jours avec des cortèges de 4, 5, 6 voitures, en balade dans la ville avec le Premier ministre, et on a dit non, circuler, il n'y a rien à voir. Pourtant, je pense que d'après le traité de Rome, la CPI définit le crime contre l'humanité comme étant l'attaque d'une population désarmée de façon préméditée par un groupe pour des raisons religieuses, politiques ou raciales. Nous sommes dans ce cas de figure aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Gabon. Donc, bien évidemment, nous en revenons toujours au même système entre la CPI et la France, qui joue un rôle, pour moi, qui n'est pas très, très sérieux. Alors une CPI qui est de plus en plus attaquée, critiquée dans son fonctionnement, notamment sur le dossier ivoirien. Est-ce que la Cour pénale internationale va pouvoir continuer de passer encore aux côtés du fait de ne pas finalement passer en jugement toutes les parties prenantes de la crise ivoirienne? En tout cas, je crois que ce procès Gbagbo sera à jamais l'épine dans le pied, dans les pattes de cette structure et surtout de cette femme-là qui a terni son image et sa réputation par rapport à ses prises de position. Parce que je pense qu'il y avait quelque chose de personnel de Fatou Bensouda dans le dossier ivoirien, tant par la manière dont elle s'y est pris. Peut-être qu'elle est sincère, mais comment pouvons-nous le dire après? C'est-à-dire,
En tant que ministre de la Justice et la Gambie de Yahya Jammeh, elle n'avait pas déjà bonne réputation. Donc elle n'a rien terni, elle a continué à avoir la réputation qu'elle avait en Gambie. Oui, mais Oui, bien avant, on ne sûr, la connaissait bien pas, sûr. donc on ne savait pas la... Mais déjà, bien avant elle, il y avait déjà des critiques qui étaient formulées. critiques. Mais Moreno Ocampo, c'était une vraie catastrophe. Oui, c'était Accusé d'avoir mais violé c'était sa une crapule, secrétaire. une crapule. Je vais finir. Je pense que c'est aujourd'hui à nous, Africains, ça doit nous interpeller, nous, Africains, de pouvoir mettre des mécanismes, et des institutions et des outils que nous pourrions financer par nous-mêmes. Parce que jusqu'à présent, regardez les élections qui se passent en RDC. L'Union africaine prend une décision avec Kagame et ses quelques présidents qu'il avait réunis autour de lui. Les Nations Unies disent autre chose, la France dit autre chose. Finalement, il a fallu que Trump parle pour soutenir Tshisekedi, pour que finalement toutes ces voix fédèrent autour. Donc je veux vous dire que l'Union africaine est financée à hauteur de plus de 60% par d'autres institutions telles que l'Union européenne. Alors, quelle indépendance pour soi quand on doit tendre la main aux autres pour pouvoir régler des problèmes pour lesquels eux sont plus intéressés que nous, parce que derrière, il y a des intérêts politiques, géostratégiques, d'influence, des problèmes économiques derrière. Donc, ça les arrange que nous ayons les mains tendues pour qu'eux puissent derrière, voilà, toujours ratisser large dans nos dos. Je crois que c'est aux Africains de pouvoir s'organiser, de mettre une justice africaine. On nous a longtemps parlé de la Cour africaine des droits de l'homme de la Gambie. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a déjà fait de concret. Même dans le procès Hissène Habré, ils n'ont pas pu faire grand-chose. Le procès Hissène Habré a fini par être tenu et abouti par la seule justice sénégalaise. Donc il y a un problème de notre côté, nous, Africains, qu'il nous faut régler pour notre dignité, pour qu'on puisse au moins à un moment dire à nos enfants, voilà, nous, ce qu'on a fait, quand nos papas, les pères de l'indépendance, se sont arrêtés là, que notre génération n'a pu rien, la génération précédente n'a pu rien faire, que nous, au moins, voilà ce que nous pourrions léguer à nos enfants, rien que pour notre dignité, notre fierté, l'Afrique qu'on a besoin. Non, je pense qu'il faut effectivement, dans votre sens, pour abonder, dans votre sens, il faut mettre des institutions très fortes en Afrique, notamment, par exemple, l'Union africaine. Mais je pense que nous avons des moyens de rendre ces institutions très très fortes pour qu'elles deviennent. C'est une question de volonté pour qu'elles deviennent de véritables institutions qui peuvent faire contre-coup, qui peuvent faire zone tampon lorsqu'il y a ce genre de problème. Nous devrions calquer nos façons de faire sur, je pense, le modèle anglo-saxon que nous avons en Afrique. Nous avons vu, par exemple, une phrase célèbre que Jerry Rawlings disait. Il disait, nous allons créer des institutions si fortes que même si le diable venait, il ne pourrait rien y faire. Et ils ont réussi. Donc je ne vois pas pourquoi, à l'échelle africaine, nous ne pourrions pas rendre l'Union africaine aussi forte que ça. Et après, nous avons d'autres organismes, la CEDEAO, la SADC, ainsi de suite, en Afrique centrale aussi. Nous pouvons le faire, c'est juste une question de volonté réelle. Tant que le politique se mêle à ces institutions de façon trop exacerbée, nous n'y arriverons pas. Il faut que nous trouvions un mécanisme qui puisse faire en sorte que nous y arrivions. La petite chance qu'on a, il faut juste que la génération qui était en contact avec la colonisation passe. Oui. C'est cette génération qui pose problème. Merci beaucoup à tous les trois pour vos explications. On va marquer une nouvelle pause et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.